Pourquoi devons-nous changer notre système alimentaire? Chaque jour, vous devez vous nourrir, comme les 7,2 autres milliards d'habitants de la planète. D'ici 2050, 2 milliards de personnes supplémentaires vous rejoindront. Pourrez-vous alors continuer à vous nourrir de la même manière? Observons ensemble 4 exemples de limites de notre système alimentaire. Première limite, une personne sur 3 souffre de malnutrition. En effet, 794 millions de personnes souffrent de la faim et 2 milliards de personnes n'ont pas un accès suffisant aux vitamines et minéraux nécessaires à la croissance. A l'inverse, 1,9 milliard de personnes mangent trop et 600 millions d'entre elles sont obèses. Ainsi, de plus en plus de personnes sont atteintes de maladies telles que le diabète de type 2. Deuxième limite, notre nourriture est trop riche en matières grasses, sucre, sel et viande. Ce type d'alimentation a des impacts sur la santé et l'environnement. Par exemple, il contribue à l'augmentation des maladies cardiaques et des gaz à effet de serre par la production de viande. De plus, notre nourriture est moins diversifiée. 75% de l'alimentation mondiale provient seulement de 12 plantes, dont le riz, le maïs et le blé, et de 5 espèces animales, dont le bœuf, le poulet et le porc. Troisième limite, un tiers de la nourriture est gaspillée. Parmi toute la nourriture produite, un tiers n'est pas consommé, mais jeté. Quatrième limite, les ressources naturelles sont fragilisées. Les sources d'eau fraîche s'épuisent et les ressources en eau sont polluées. 33% des sols sont dégradés. La biodiversité est menacée, les forêts tropicales disparaissent et de nombreuses plantes et animaux sont en voie d'extinction, comme les abeilles. Ces problèmes sont intensifiés par le changement climatique. Ces limites montrent bien que notre système alimentaire doit être transformé. Chaque étape du système alimentaire, production, transformation, distribution, consommation, doit donc être ajustée, notamment pour fournir une nourriture plus saine à une population croissante et aussi pour réduire son impact environnemental. Mais il s'agit surtout de favoriser la rencontre de tous les acteurs impliqués. Gouvernements et représentants sanitaires, producteurs, consommateurs, commerçants, pour faire tomber les murs, confronter tous les points de vue et définir ensemble les actions nécessaires afin de produire et manger différemment. Par exemple, diminuer les émissions de gaz à effet de serre et baisser la surconsommation. Vous aussi participez au changement. Interrogez-vous sur la nourriture que vous produisez ou achetez, mangez équilibré et réduisez votre gaspillage de nourriture. Oui, je l'ai appelé l'État et la lutte contre le gaspillage alimentaire, ça peut paraître un peu pompeux. C'est juste que je travaille pour un service de l'État et je m'occupe de lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc je vais essayer de vous brosser plusieurs éléments pour vous montrer l'implication des pouvoirs publics en termes de lutte contre le gaspillage alimentaire et tout ce qui peut exister en fait comme outil réglementaire ou autre pour faire les constats, parce que avant de lutter on fait un constat, et puis ensuite pour concrètement aller dans le vif du sujet. Du coup, je suis sorti effectivement en 2010. J'étais à l'époque, je fais très vite fait mon CV, mais c'est pour vous montrer un petit peu le cheminement qui m'a amené à travailler sur cette thématique de la politique de l'alimentation. J'étais, parce que je crois que ça n'existe plus à l'époque, dans l'une des dernières promos d'élèves fonctionnaires à l'ENITA de Bordeaux, parce que c'était pas encore Bordeaux Sciences Agro. Du coup, j'ai intégré en tant que fonctionnaire, je suis sorti en tant que fonctionnaire et j'ai bossé tout de suite au ministère de l'Agriculture forcément, en administration centrale à Paris, et puis depuis, je suis revenu à Bordeaux l'année dernière. Et ça fait maintenant depuis 2015 que je suis sur ces sujets de politique de l'alimentation en général, et j'y reviendrai sur cette politique de l'alimentation et de lutte contre le gaspillage alimentaire en particulier. Donc avec une partie depuis 2015 à Paris en administration centrale et une partie à Bordeaux en DRAF, direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, donc service déconcentré de l'État. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle. Pas collectivité territoriale, je ne travaille pas pour le conseil régional, je travaille bien pour l'État sous l'autorité du préfet, mais en service déconcentré, donc en région. Donc je vais m'occuper entre autres de lutte contre le gaspillage alimentaire pour ce qui touche à la Nouvelle-Aquitaine. Donc ça c'est l'organigramme de la DRAF, juste pour vous expliquer qu'en fait dans un service de l'État comme celui-ci, vous avez tout un tas d'activités et de missions
de contrôle, d'accompagnement économique des filières, de développement du bio, etc. Et moi, je suis... où est-ce qu'on fait le pointage là-dessus? Le petit bâton rouge, voilà. Je suis donc au sein du service régional de l'alimentation qui, là encore, a tout un tas de thématiques à traiter. La santé du végétal, la santé des forêts, le contrôle des intrants, voilà, différentes politiques publiques. Et je suis sur une de ces politiques qui est la politique de l'alimentation et les industries agroalimentaires. Donc voilà, je vais vous parler d'un sujet. Mon propos peut être assez vaste, hein, parce que j'ai essayé de mettre pas mal d'infos, mais malgré tout, c'est un sujet qui est noyé, on va dire, de manière absolument pas péjorative, dans tout un tas d'autres thématiques qui peuvent être traitées par les services de l'État. Quelques chiffres pour commencer, parce que c'est important de parler chiffres et définitions. Le gaspillage, il a été défini en 2015 au niveau national comme toute nourriture destinée à la consommation humaine, qui à une étape de la chaîne alimentaire est perdue, jetée, dégradée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on fabrique, tout ce qu'on produit, en se disant que ce sera de l'alimentation humaine, et qui n'est pas finalement dans un estomac à la fin de son cycle de vie, c'est du gaspillage alimentaire. Donc fondamentalement, ce qui part au compost ou ce qui part en alimentation animale, alors qu'initialement ça a été produit pour nourrir un être humain, c'est du gaspillage alimentaire. Alors c'est de la gestion de biodéchets, c'est vertueux, il vaut mieux faire ça que d'incinérer bien évidemment, mais malgré tout, on le verra dans la hiérarchie des actions de lutte, ça reste philosophiquement, théoriquement et au regard des autorités, du gaspillage alimentaire. Puisque quand on produit de l'alimentation animale, pour de l'alimentation animale, on n'a pas les mêmes normes, on n'a pas les mêmes rigueurs au niveau nutritionnel, etc. Donc quelques chiffres. Alors j'allais dire la plupart, mais en fait, non, tous les chiffres que je vous présente sont issus de rapports de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui est une agence publique qui n'est pas sous l'égide du ministère de l'Agriculture et qui en fait travaille sur la lutte contre le gaspillage alimentaire et travaille notamment à l'édition de chiffres, donc avec un certain nombre d'études par, par filière, par étape de la chaîne alimentaire, le gaspillage au stade de la distribution, au stade de la production, de la transformation, du transport, etc. Et donc c'est cette agence qui a édité tous ces chiffres, alors qui datent de 2016. Je les conserve tels quels parce que c'est en 2016 qu'on a eu une étude sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. En fait, on a des chiffres plus récents, mais qui sont plus par secteur de la chaîne alimentaire, donc ça me paraît intéressant de vous brosser l'intégralité. Donc, on parle bien de la production, la transformation, la distribution et la consommation. Donc vraiment, on est sur toute la chaîne alimentaire, avec bien évidemment à l'intérieur de tout ça les étapes de transport et de stockage qui sont intégrées dans les différents maillons de la chaîne. La répartition, ouais. Alors là, c'est pas tout à fait pareil parce que un animal mort n'est plus consommable. Donc c'est une vraie question qu'on s'est posée en fait, hein, que l'ADEME s'est posée quand on a lancé cette étude. Euh, un animal mort ne peut pas être consommé. Il part à l'équarrissage et voilà, il finit pas dans l'assiette, quoi. Donc là, c'est plus du gaspillage parce que c'est une problématique de santé animale. Au même titre que un lot de céréales qui doit être jeté parce que trop contaminé par des mycotoxines, parce que épisode pluvieux, mauvaises conditions climatiques sur la saison de production, c'est pas du gaspillage parce qu'il y a pas de moyen de lutte en fait. Il y a des moyens de lutte pour éviter à terme les contaminations ou pour les réduire, mais là cette contamination-là elle a eu lieu, on n'a pas le choix. C'est pas la même chose que d'acheter un paquet de yaourt et de le laisser pourrir dans son frigo. Là on considère qu'on a le choix de le consommer. C'est une bonne question, merci. Donc la répartition des pertes et gaspillages en poids. Quand on regarde en poids, on se rend compte qu'on est à peu près, hein, toute proportion gardée malgré tout, mais on a quand même un camembert vert qui est plutôt bien équilibré entre la production, la transformation, la distribution et la consommation. Production, on a forcément des... Alors en production, c'est vrai qu'on parle plus de pertes que de gaspillage, ça va être les problématiques liées à la technique. On ne peut pas ramasser toutes les pommes de terre dans un champ de pommes de terre quand on fait la récolte parce que certaines ne passent pas le calibre ou même tombent à côté de la machine, etc. Donc on peut mettre en place du glanage, etc. Mais on a quand même un certain nombre de pertes qui sont assez conséquentes, hein. La transformation, bien évidemment, pas forcément les coproduits, hein, parce que les coproduits vont souvent être utilisés au niveau industriel, mais les pertes qu'on a de rupture de chaîne du froid, etc. La distribution et la consommation, donc là on parle bien de nous tous.
Ce qui est intéressant, c'est de comparer ce schéma quand on parle en poids et ce schéma quand on parle en valeur théorique commerciale. Alors, valeur théorique commerciale, pourquoi théorique? Parce que si on réinjectait tous ces produits qui ont été gaspillés sur le marché, ça représente une masse tellement importante que ça changerait les cours en fait des matières premières. Donc on est obligé de parler de valeur théorique commerciale. On se rend compte que là, la consommation prend une place beaucoup plus importante. Alors c'est évidemment logique, puisque avant d'aller au stade de la consommation, un produit est passé par l'ensemble des stades avant. Donc il a eu besoin d'énergie pour être récolté, transformé, stocké, transporté. Beaucoup d'énergie pour les produits frais qui nécessitent le maintien de la chaîne du froid. Donc forcément, ça a un coût, tout ça, un coût énergétique, un coût environnemental, mais évidemment un coût commercial aussi. Le produit que vous achetez in fine intègre l'ensemble de ces coûts. Donc les 33% en masse qui sont gaspillés au stade du consommateur, toute consommation confondue, représentent beaucoup plus en termes de valeur commerciale. Et puis on peut décliner ce schéma sur toutes les autres chaînes de valeur, hein, valeur, je l'ai dit, environnementale, valeur énergétique, valeur de ressources de matières premières, etc. La part des gaspillages, des pertes et gaspillages au domicile et en restauration, elle est intéressante à deux titres. C'est que si on prend, alors le schéma, il a besoin d'une explication à chaque fois. Le cercle intérieur, c'est les repas que vous prenez en moyenne, vous étant le consommateur lambda. On prend grosso modo 85% des repas à domicile et seulement 15% des repas hors domicile. Donc le restaurant où on va le soir et puis la cantine, le restaurant d'entreprise, etc. le midi, le resto U. Malgré tout, ces 15% de repas représentent au stade de la consommation 42% de ce qu'on gaspille. A l'inverse, les 85% de repas pris à domicile représentent 58% de pertes à domicile. Donc on voit que des pertes, pardon. On voit qu'on a plus tendance à gaspiller à l'extérieur que chez soi. Ce qui peut s'expliquer par tout un tas de choses, hein, le fait qu'on ne maîtrise pas la quantité nécessairement, le fait qu'on ne maîtrise pas le goût non plus de ce qu'on mange ou ce qu'on souhaitait manger, finalement ça peut ne pas plaire, le fait qu'on ne maîtrise pas la façon de le cuisiner, le fait qu'on ne maîtrise pas le procédé de fabrication, si chez soi on tend à faire une fabrication d'aliments qui vise vers le zéro gaspillage, ce ne sera peut-être pas le cas dans le restaurant du coin de la rue. Parce que ça n'intègre pas uniquement ce qu'on jette de l'assiette ou du plateau, mais ce qui est jeté tout au long de la consommation, c'est-à-dire préparation cuisine et retour plateau. Alors en termes de poids, ça représente en France 10 millions de tonnes par an. Ça peut ne pas toujours parler, hein, mais du coup, si on prend toute la chaîne alimentaire, c'est 150 kg de nourriture par personne et par an. Donc 50 uniquement au stade de la consommation, les 100 kg supplémentaires dont on parle, c'est ce qui est perdu au stade de la production, de la transformation, etc. Donc 29 à domicile et 21 en restauration commerciale et collective. Et ça représente du coup, si on va jusqu'à l'assiette, 30 grammes par repas et par convive à domicile et 130 grammes par repas et par convive en restauration commerciale et collective. Donc on voit qu'on gaspille beaucoup plus quand on mange à l'extérieur que quand on mange chez soi. Alors évidemment, tous ces chiffres, enfin, quelle que soit la pertinence de l'étude dont ils ont fait l'objet, ils sont à prendre avec des pincettes parce que c'est une étude qui était très pertinente, très bien mise en œuvre par l'ADEME. Malgré tout, on est sur des estimations. On est sur des estimations avec beaucoup d'inconnus et beaucoup le mot m'échappe du coup, de variabilité dans les résultats. Donc malgré tout, ce sont des moyennes et ce qui va compter en fait dans ces estimations, c'est le jour où on en refera d'autres aussi fines avec la même méthode, c'est de voir l'évolution relative. En valeur théorique, toujours comme je disais tout à l'heure, on est à 16 milliards d'euros par an uniquement sur le gaspillage de ce qui se produit en France. Alors là pareil, hein, 16 milliards, je sais pas vous, mais moi ça me parle pas tant que ça, c'est 240 euros par an et par personne tout au long de la chaîne. Donc pour un foyer, on dit pour un foyer, 2 adultes, 2 enfants, ça fait 400 euros par an de gaspiller. Au stade de la consommation, c'est pas anodin. Et si on prend sur l'ensemble de la chaîne alimentaire, c'est 36% du budget qui était dédié au paiement des intérêts de la dette française en 2016, et c'est 40 Airbus à 380. Généralement, quand on vend 3 Airbus à 380, ça fait un petit peu la une des journaux parce que c'est un peu le fleuron de l'industrie française. Si on en vendait 40 d'un coup, je pense qu'on en parlerait effectivement. Et d'un point de vue environnemental, 15 300 000 tonnes équivalent CO2, ça représente 3% de l'ensemble des émissions de l'activité nationale. C'est 5 fois les émissions liées au trafic aérien intérieur. Donc si on rajoutait 40 Airbus à 380, on multiplierait pas par 5 ces émissions du trafic aérien. Bon, c'est pas le trafic aérien intérieur, généralement les A380, mais bref. Et au niveau mondial, si le gaspillage alimentaire était un pays,
à part entière, ce serait le troisième pays émetteur de gaz à effet de serre. Donc là, on voit qu'on a quand même trois impacts. Un impact évident, hein, enfin, le poids, à la limite, ça n'a pas de sens en soi, mais c'est un impact moral, social et éthique. Un impact économique et un impact environnemental qui doivent nous amener à dire que oui, il y a quelque chose à faire et il faut lutter contre le gaspillage alimentaire. On ne peut pas juste faire le constat, maintenant il faut faire quelque chose, quoi, parce qu'on est aussi on intègre tout ça dans un dispositif de lutte contre le réchauffement climatique, de développement durable, etc. On l'a vu avec le petit film, il va falloir nourrir les 2 milliards de personnes qui arrivent d'ici 2050. Est-ce qu'on produit plus? Est-ce qu'on produit mieux? Est-ce qu'on produit toujours autant, mieux, et en essayant de gaspiller moins pour que ça nourrisse tout le monde? Je pense qu'on peut trouver un bon équilibre entre ces trois idées. Au-delà de ça, ça a un impact. Alors, je vous ai fait un medley un petit peu de ce que je présente à droite à gauche. Donc, parfois, je m'adresse au grand public, parfois, je m'adresse comme ici aux professionnels. Mais pour vous, tout vous concerne potentiellement. Donc, j'ai volontairement tout laissé. On a des impacts qui sont forts et qui sont à la fois directs et indirects pour les professionnels de l'agroalimentaire. Évidemment, ce qui est gaspillé a été acheté. Une entreprise qui achète 10 lots et un de ces lots finit à la benne, elle a quand même payé. Donc, il y a une perte économique qui est évidente. Ensuite, il y a une perte économique indirecte puisque, je l'ai dit tout à l'heure, hein, l'énergie, la main-d'œuvre, les ressources, que ce soit pour transformer, pour stocker, pour transporter, pour le respect de la chaîne du froid, etc. L'image auprès des clients, vous avez sans doute vu régulièrement ces images de gaspillage plutôt côté grande distribution que côté industrie, mais c'est vrai que ça donne pas une bonne image. Clairement, que ce soit vrai ou faux, hein, ce qu'on peut voir à la télé, ça donne une image qui est négative. La responsabilité sociétale, donc ça va avec cette image, et puis la production de biodéchets qu'il faut traiter, puisque maintenant, quasiment tous les opérateurs ont l'obligation, vu les seuils qui ont été définis dans la loi, de traiter les biodéchets qu'ils produisent. Donc ça veut dire trouver la bonne organisation, et ça veut dire surtout encore payer. Donc on revient à un coût financier. De manière générale, je pense que l'argument, il est important sans aucun cynisme et sans aucune indifférence à ça. C'est la même chose que pour le réchauffement climatique, l'émission de gaz à effet de serre, les pollutions, particules fines, etc. Il faut parler portefeuille parce que c'est important malgré tout et qu'on ne peut pas juste parler éthique et social. Il faut pas, quand on parle au professionnel, lui dire voilà ce que ça coûte, voilà ce que tu peux économiser. Et ça, c'est ce qu'a fait l'ADEME typiquement dans ses études par secteur de la chaîne alimentaire. Elle est allée voir des distributeurs témoins. Elle leur a dit voilà ce que le gaspillage vous coûte. Il vous coûte 50 000 euros par an sur ce magasin. Voilà ce que vous pouvez économiser en limitant ce gaspillage et même en créant un emploi. Parfois, pour certains, c'était le cas. Et ça ne vous coûtera que 10 000 euros par an. Et ça parle en fait. Et du coup, on a derrière le discours social et éthique qui peut se développer, mais malgré tout, il faut penser à ce discours économique qui est, qu'on le veuille ou non, un petit peu le nerf de la guerre. Alors, quelles actions peuvent ou ont été mises en œuvre au niveau de l'État? Alors je dis au niveau de l'État, c'est pas pour faire la pub de ce que fait l'État, ce que fait le gouvernement, c'est super, c'est pour vous brosser en fait l'intégralité, enfin l'intégralité c'est un peu prétentieux, mais une grande partie de ce qui peut être mis en œuvre et comment on peut accompagner aussi les acteurs sur le territoire, que ce soit des acteurs associatifs ou des acteurs, les industriels, les collectivités, etc. Alors très rapidement, le programme national pour l'alimentation, c'est ce que je décline, c'est mon boulot. Donc c'est le programme ce sont les axes de travail de la politique de l'alimentation du ministère de l'Agriculture. Donc c'est un programme qui est inscrit dans la loi depuis quelques années et ce sont nos objectifs en termes de politique de l'alimentation, de développement de cette politique de l'alimentation. Donc ils sont au nombre de 4. La justice sociale. La justice sociale, c'est l'accès pour tous à la même alimentation de qualité, diversifiée, saine, etc. La justice sociale, c'est aussi l'alimentation pour les publics captifs, qu'ils soient publics en prison, mais aussi publics en milieu hospitalier ou médico-social. Comment améliorer cette alimentation? L'éducation alimentaire de la jeunesse, bon, ça parle un petit peu tout seul, hein, mais c'est comment éduquer l'ensemble des jeunes. Alors, on part de la maternelle jusqu'au lycée. Alors, là, quand on parle de ça, on est un peu moins sur les thématiques post-bac, hein. Déjà, lycée, ça commence à devenir un peu limite. Mais comment éduquer les gamins au goût, à la connaissance de ce qu'est l'alimentation, à la santé-nutrition, à la connaissance des métiers, des filières, etc. La lutte contre le gaspillage alimentaire, ça parle de ça aussi. Et puis l'ancrage territorial, comment redynamiser certains territoires en reproduisant sur place ce qu'on peut produire sur place en remettant de l'approvisionnement local dans la restauration collective, dans la restauration commerciale pour le consommateur chez lui à domicile, etc. Donc ça c'est le PNA.
Et donc au sein de ce PNA, en termes de lutte contre le gaspillage alimentaire, le ministère a lancé un pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire en 2013 pour sa première version, en 2016 pour sa deuxième version. Donc dans la deuxième version, peu importe, hein, 7 axes de travail, un certain nombre de ministères engagés, déjà 45 partenaires. Il faudrait que je mette ma diapo à jour, ce qu'il y en a plus. Et surtout 19 mesures pour répondre aux 10 engagements de l'État. Donc l'État s'est engagé sur 10 engagements stricts, avec 19 mesures qui déclinent ça, et 16 mesures proposées aux partenaires signataires du pacte. Pourquoi c'est important? Parce que ça montre que l'État a vite compris que l'idée n'était pas, on n'allait pas imposer les choses, la loi ne suffirait pas. On n'allait pas non plus travailler dans notre coin et dire voilà ce que fait l'État, puis vous, débrouillez-vous. Non, c'est vraiment une politique incitative, c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est-à-dire que c'est pas une politique coercitive au sens on fait un contrôle et c'est bon, on dit rien et c'est pas bon, on met une amende. Là, on est sur de la politique incitative. Comment travailler ensemble pour que ça s'améliore et pour que l'ensemble du dispositif aille mieux. Donc voilà pour le pacte. Donc ça c'est vraiment l'action de l'État pour réunir tout le monde. Là je décris au niveau national en schématisant ce que le CREPAC vous décrira au niveau local. Comment réunir l'ensemble des parties prenantes pour travailler ensemble et trouver des solutions innovantes et auxquelles on n'avait pas pensé initialement et qui nous permettent de limiter ce gaspillage alimentaire. Bon, bien évidemment, l'État a aussi un aspect législatif et réglementaire. Donc le législateur a intégré plusieurs éléments dans 3 lois différentes. Alors le fait qu'il y ait 3 lois différentes, ça s'explique d'une part d'un point de vue chronologique. On a un premier package en 2015-2016 et puis un deuxième en 2018. Ça s'explique aussi par le fait qu'on intègre dans une loi qui ne parle pas que de gaspillage des éléments de gaspillage. Donc ça dépend d'un calendrier parlementaire, etc. Je vous passe un petit peu le topo. Donc on a des éléments sur le gaspillage alimentaire dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 18 août 2015. Dans la loi relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire de février 2016, là en fait, on a repris des éléments qui avaient été rejetés de la loi transition énergétique pour des simples procédures de forme. Donc c'est pour ça qu'on a 2 lois. Et puis on a une loi que j'appelle loi Egalim pour États généraux de l'alimentation, parce que c'est la loi qui fait suite aux États généraux de l'alimentation, pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire. Donc vous en avez forcément entendu parler, ça c'est toute la partie de la loi sur la meilleure répartition de la valeur sur tout le long de la chaîne, notamment entre producteurs et distributeurs industriels. Et puis la deuxième partie de la loi, c'est sur l'alimentation saine, durable et accessible à tous, avec tout un tas de thématiques qui sont brossées, notamment un certain nombre d'éléments sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Alors dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, je ne vous ai pas brossé l'ensemble des éléments parce que certains ne sont pas hyper importants et essentiels à la compréhension du sujet. Mais là l'idée c'était de dire qu'au 1er septembre 2016, l'ensemble des établissements de restauration collective de l'État, de collectivités ou des agences de l'État devaient avoir mis en œuvre un plan d'action contre le gaspillage alimentaire. Donc là on a un premier élément d'impact sur qui va lutter et comment lutter. Obligation de résultat, pas d'obligation de... Pardon, obligation de moyens, pas d'obligation de résultat. On doit mettre en œuvre un plan d'action. On n'avait pas dans la loi d'éléments qui nous disaient ce qu'il fallait faire, quel gaspillage il fallait réduire, etc. Mais c'était un premier élément assez important. Ouais. Ouais, alors, oui, les collectivités s'y sont mises, clairement. La plupart n'avaient pas attendu la loi de toute façon. Euh, je vais répondre en 2 parties. La deuxième partie, j'y répondrai plus tard, parce que 2 ans après, on allait plus loin dans la loi. Par contre, effectivement, on n'a pas d'outils, on n'a pas de chiffres, d'études chiffrées qui nous dit, grâce à la loi, on a X milliers ou X% de restaurants collectifs qui ont mis en œuvre un plan d'action. Ça, on l'a pas. Euh, Néanmoins, ouais, par contre, on a vu qu'il y a eu un boost, mais là encore, c'est pas que l'effet de la loi. Mais la loi a l'avantage de faire parler de ça, en fait. C'est-à-dire que le fait qu'on rédige une loi, on a des articles de presse, on a des débats dessus, on a des débats publics, on a des présentations qui font que les acteurs et les parties prenantes type restaurant collectif vont s'en emparer aussi. Dans la loi de 2016, on a un élément qui est vraiment très important, et qui est inscrit dans le Code de l'environnement maintenant, la hiérarchisation des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire. Alors je vous le disais tout à l'heure, euh, je vais reprendre dans l'ordre. La prévention. La prévention, c'est comment éviter le gaspillage. Le gaspillage, c'est comme le déchet. Hein. Le meilleur déchet, c'est celui qui n'est pas produit. Le meilleur gaspillage, c'est celui qui n'existe pas, en fait. Donc, comment prévenir ce gaspillage? Je suis distributeur. Comment acheter au plus juste pour éviter d'avoir des produits qui arrivent à date de péremption?
Je suis restaurateur, comment acheter au plus juste pour ne pas avoir X barquettes en trop à la fin de mon service. Je suis consommateur, comment acheter au plus juste pour ne pas avoir 3 yaourts périmés et je me rends compte un mois après. On sait malgré tout qu'on n'est pas dans un monde de bisounours et que la meilleure prévention possible, elle ne réduira jamais le gaspillage à zéro. C'est impossible de savoir exactement ce dont on aura besoin, quel que soit le maillon de la chaîne alimentaire dans lequel on se trouve. Donc d'ailleurs, la deuxième étape, c'est la valorisation de l'alimentation humaine. Là, on a deux possibilités. C'est la transformation à nouveau. Ça va être un truc très simple, le boulanger qui fait des croissants aux amandes le lendemain avec les croissants de la veille qui sont pas consommables en l'état. Euh, Ça va être aussi le don alimentaire. Je vais y revenir à la fin de ma présentation. C'est un gros élément de lutte contre le gaspillage alimentaire. Comment revaloriser des aliments à travers un nouveau circuit de distribution. Alors ensuite, la loi a mis dans la hiérarchie la valorisation de l'alimentation animale et la valorisation énergétique ou biologique. Ça peut porter à confusion par rapport à ce que je vous ai dit, puisqu'on a dit qu'on avait défini le gaspillage comme tout ce qui était au-delà de ça, en fait. Et là, on dit pour lutter contre le gaspillage, on met ça en œuvre. Alors c'est vrai que c'est une forme de paradoxe. Malgré tout, là encore, on ne pourra jamais intégralement valoriser en alimentation humaine tous nos produits. Parce que certains ne seront plus consommables par un être humain en l'état, parce qu'on ne trouvera pas le circuit de distribution adéquat, etc. Donc malgré tout, il vaut mieux, plutôt que de l'incinérer, que ça parte en alimentation animale. Et là encore, on n'arrivera jamais à tout, parce qu'il faut trouver le bon circuit de distribution pour l'alimentation animale. Il vaut mieux que ça parte en valorisation énergétique ou biologique, plutôt que ce soit incinéré sans valorisation énergétique, ou que ce soit enterré, enfoui, sans possibilité de compost ou méthanisation. Voilà pour cette hiérarchisation des actions de lutte. Dans la loi de 2016, on avait un certain nombre de mesures pour le secteur de la distribution. Vous en avez peut-être entendu parler également. C'est l'interdiction de rendre délibérément impropre à la consommation des denrées qui sont encore consommables. C'est la fameuse javélisation. Alors, la javélisation n'a pas non plus lieu au quotidien. Forcément, quand vous le voyez à la télé, vous voyez ces images-là. Donc on vous montre des choses qui sont scandaleuses, mais qui ne sont pas le quotidien de la distribution, bien heureusement. La javélisation, elle a un intérêt malgré tout, c'est quand on jette des produits qui sont impropres à la consommation, pour éviter que certains consommateurs qui vont par besoin aller fouiller dans les poubelles, et il n'y a aucun jugement dans ce que je dis bien évidemment, qui vont risquer de consommer ces produits. Je dis bien risquer parce que ça peut être dangereux de consommer ces produits. Je pense à de la viande qui aura subi une rupture de chaîne du froid. Ça ne se voit pas forcément immédiatement qu'elle est avariée. L'odeur n'arrive pas forcément immédiatement, sauf que les germes sont là. Le danger est là, clairement. Et le risque d'être affecté par ce danger existe réellement. Donc, on va javeliser pour éviter que des consommateurs aillent manger ça. Ça existe encore, c'est encore possible aujourd'hui, puisque cette interdiction, on parle bien de denrées encore consommables. On peut encore le faire pour des denrées qui ne sont plus propres à la consommation, mais c'est sous contrôle d'un inspecteur de l'État. Mais c'est important pour bien faire la part des choses. Aucun obstacle au don de denrées sous marque de distributeur jusqu'à cette loi. Les distributeurs avaient le droit, pour un défaut d'étiquetage banal, peut-être même juste de marketing, de renvoyer, vous savez, vous connaissez les marques distributeurs, de renvoyer un paquet de biscuits au fabricant en lui disant il n'est pas conforme par rapport à ce que moi j'attends sur le cahier des charges marketing de ce produit. Il n'est pas conforme. Par contre, je ne veux pas que tu le donnes parce que je ne veux pas que mon produit soit associé à du don. C'est possible, certains distributeurs pouvaient avoir ça en tête. Là maintenant, ça n'est plus possible. C'est-à-dire que le fabricant pourra décider de donner tout seul. Il pourra aussi décider de réemballer, c'est-à-dire sortir les biscuits du paquet, les remettre dans un paquet avec un emballage conforme et il n'y a pas de souci là-dessus, mais il pourra donner à une association s'il le souhaite tant que c'est propre à la consommation. Et puis l'obligation de rechercher un partenariat avec une association d'aide alimentaire pour certains magasins. Vous avez peut-être lu dans la presse ou entendu parler d'obligation de don. Ça n'est évidemment pas une obligation de don pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas à la fois définir dans une loi le fait que, en premier lieu, on doit prévenir, donc potentiellement, idéalement, ne rien avoir à donner et obliger à donner. Ce serait pas logique. Donc là, l'obligation, elle porte sur le fait de rechercher un partenariat en cas de possibilité de don. Donc les distributeurs sont tenus maintenant pour la plupart d'avoir noué des partenariats avec des associations d'aide alimentaire qui leur permettent ensuite d'organiser le don quand possibilité de don il y a. Et quand ce don est mis en œuvre, il doit passer par une convention qui définit un certain nombre de choses et qui rappelle notamment le transfert de responsabilité, j'y reviendrai. Des mesures de l'État dans le cadre de l'éducation des plus jeunes, dans la continuité de ce qu'on fait en termes de gestion du PNAL, Programme national pour l'alimentation. Et puis la possibilité est, pour les entreprises qui doivent rédiger des rapports RSE, je ne sais pas si ça vous parle, la responsabilité sociétale
responsabilité sociétale de l'entreprise, pardon, la possibilité d'inclure les éléments de lutte contre le gaspillage alimentaire dans ses rapports. Ce qui est bénéfique pour tous parce que ça fait de la sensibilisation auprès des partenaires et puis ça fait aussi un petit peu de publicité sur ce qu'on fait et ce qu'on fait de positif et de bénéfique au sein de notre entreprise. La loi que j'appelle Egalim, donc la loi qui vient de sortir, là, hein, elle a été promulguée très récemment. On va plus loin que ce qui avait été prévu en 2015, c'est-à-dire mise en place d'un plan d'action. Là, on dit qu'il faut avoir mis en œuvre un diagnostic préalable. Le plan d'action, fondamentalement, en caricaturant, on mettait 2 affiches pour sensibiliser les gamins à la lutte contre le gaspillage alimentaire dans la cantine. On avait mis en place un plan d'action. Je caricature, mais aux yeux de la loi, c'est complètement possible. Là, il faut qu'on fasse un diagnostic. Qui dit diagnostic, dit peser, notamment, pour savoir combien on gaspille, nous, au sein de notre restaurant collectif, où est-ce qu'on se situe par rapport à la moyenne des restaurants collectifs, et puis du coup, où est-ce qu'on peut mettre l'accent? Est-ce qu'il faut travailler sur le gaspillage du pain? Est-ce qu'il faut travailler sur le retour plateau? Est-ce qu'il faut travailler sur la production en cuisine, sur les commandes, etc. Et puis un nouveau rapport de l'ADEME sur la gestion du gaspillage alimentaire par la restauration collective et la grande distribution. L'obligation de mise en œuvre de recherche d'un partenariat entre les distributeurs et les associations dont je vous ai parlé va être étendue, parce que la loi a été promulguée mais on attend les décrets d'application, va être étendue à la restauration collective, publique et privée. Alors, il y aura des décrets d'application qui vont dire de la même manière qu'on a eu une surface minimale de 400 m² pour le distributeur qui est concerné, ce sera sans doute un certain nombre de couverts à l'année. On ne va pas imposer à la petite école rurale qui a 3 classes mélangées de mettre en place un partenariat avec des assos qui n'existent pas autour. Donc là, l'idée, c'est exactement la même chose. On part du principe qu'il y a du gaspillage. Il y a des choses qu'on peut donner potentiellement, même si c'est évidemment moins en quantité au niveau restauration collective qu'au niveau distribution, mais on va essayer de les valoriser à travers le don alimentaire. Et puis voilà, rendre public les engagements de certains opérateurs de l'industrie agroalimentaire et de la restauration collective, rendre public ces engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage. On est un petit peu là aussi dans la prolongation de ce qui a été fait sur les rapports RSE. Un exemple concret de ce qui peut découler en fait de l'action de l'État autre qu'une loi, même si ça a un lien avec certains éléments de la loi, c'est la promotion du gourmet bag. Alors, ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle le gourmet bag, on a voulu franciser doggy bag, mais on a quand même laissé un petit mot anglais dedans. C'est vrai que le doggy bag, en France, ça marche pas très bien. Déjà, l'appellation doggy bag n'aide pas sans doute, mais c'est pas quelque chose que jusqu'à présent on vous propose quand vous allez au restaurant. C'est pas quelque chose même que le consommateur ose demander. Généralement, ça peut être perçu comme quelque chose d'un peu honteux. Il est radin, il ramène les trucs chez soi. Non, il y a une assez mauvaise perception de ça. Donc l'idée du gourmet bag, c'était un peu de rebooster cette pratique. Donc on a lancé le gourmet bag, le doggy bag à la française. On a lancé en fait des stickers, des éléments de communication qui sont téléchargeables sur tous les sites des directions régionales du ministère de l'Agriculture et sur le site du ministère de l'Agriculture lui-même. Il existe d'ailleurs un site Gourmet Bag qui recense en fait les restaurants qui se sont mis dans la démarche. Ça ne veut pas dire que d'autres restaurants ne le font pas, mais ils ne se sont pas mis dans la démarche Gourmet Bag elle-même. Tout ça est gratuit, libre de droit. L'idée c'est que le restaurateur puisse bénéficier d'un certain nombre de visuels pour communiquer auprès de ses clients et puis pour que nous on puisse lancer et développer cette pratique qui a plein de vertus. Elle a la vertu de rappeler à tout le monde qu'il y a du gaspillage. Parce que quand on est au restaurant et qu'on en laisse dans l'assiette, on n'a pas le geste de jeter à la poubelle. C'est la personne en salle qui fait ça. On ne voit pas ce qu'on gaspille. On le voit, mais c'est facile de se mettre des œillères. Là, on ramène ça chez soi. Donc on réalise, si on mange ça le midi en entrée par exemple, que ouais, ce que j'ai laissé dans mon assiette hier, ça aurait été du vrai gaspillage si je ne l'avais pas consommé. Donc il y a un élément important de sensibilisation du convive, y compris chez lui. Puis pour le restaurateur, il y a un élément de limitation du gaspillage. Il y a un élément de le convive va ramener ça chez lui, c'est que ça lui a plu, il va le remanger le lendemain, il va se dire c'était vraiment bon, donc je reviendrai dans ce restaurant. Et puis au-delà de ça, en étant très terre à terre, si on propose le gourmet bag et puis même la possibilité d'avoir un bouchon sur sa bouteille et de ramener sa bouteille de vin, on va commander une bouteille de vin plutôt qu'un verre. On va plus facilement prendre un menu entrée plat dessert plutôt qu'un plat simple parce qu'on se dit qu'au pire, si on n'a pas très faim, on finira pas le dessert, on mangera la moitié du plat et on le ramènera chez soi. Donc ça a un avantage, un bénéfice commercial. Et je le maintiens, c'est important de parler comme ça et d'être capable de parler comme ça parce que le restaurateur, il veut faire tourner son restaurant. Il sera toujours d'accord avec le fait de lutter contre le gaspillage, même si généralement dans un restaurant, on a tendance à penser qu'on gaspille pas.
Mais si on ne lui explique pas ce qu'il peut y gagner concrètement, il va avoir du mal à mettre en œuvre, parce que ça a un coût, mine de rien. Ça implique que le personnel fait la démarche de proposer, de mettre dans les plats. Enfin, ça a un coût, pas forcément financier, mais un coût en ressources humaines, etc. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres de ce qui peut être mis en œuvre. Et je vous ai remis ces chiffres pour vous rappeler qu'on gaspille 130 grammes par repas et par convive en restauration commerciale et collective. Donc si ces 130 grammes moyens, on les ramenait à chaque fois chez soi, peut-être pas à chaque fois, mais une fois de temps en temps, bah, on diminuerait d'autant cette moyenne quand on referait ces chiffres dans 4, 5, 10 ans, je sais pas. Voilà pour ça. Je sais pas du tout combien de temps je prends là pour parler. Je sais pas de combien de temps je dispose encore. Ça marche. Alors je vais finir sur le don. Alors je vais passer vite sur le don. De toute façon, vous aurez les diapos, je pense. Elles seront rendues disponibles potentiellement. Oh, oui, aucun problème. Le don alimentaire, donc j'en ai parlé, je vais le brosser vite. J'ai laissé volontairement, justement dans cette optique aussi, l'ensemble des éléments que je présente pour le don alimentaire. Là, quand je fais cette présentation, c'est généralement devant des responsables de cuisine collective ou autre. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui vous intéressent, mais je ne vais pas y rentrer dans le détail. L'idée, c'est simplement de rappeler que le don alimentaire, en fait, c'est de la cession à titre gratuit. Quand on dit cession à titre gratuit, dans la réglementation européenne, parce que tout ça c'est régulé par des réglementations européennes, c'est communautaire, la cession à titre gratuit c'est une mise sur le marché. Donc la mise sur le marché, c'est la même chose que ce que fait Leclerc quand il vous vend des produits, c'est la même chose que ce que fait un industriel qui vend à un certain nombre de distributeurs. Donc à partir du moment où vous donnez une denrée, c'est de la mise sur le marché. Donc il y a les mêmes règles d'hygiène, de sécurité sanitaire qui s'appliquent. C'est-à-dire que les établissements gérés par des organismes caritatifs, donc les associations d'aide alimentaire qui remettent ces denrées alimentaires à des personnes, sont considérés comme des commerces de détail au même titre que Polo et ses pizzas, au même titre que n'importe quel commerce de détail alimentaire. Un exploitant du secteur alimentaire qui fait un don de denrées est soumis, je le disais, à l'ensemble des textes, alors européens et puis nationaux. Nationaux, c'est plus pour des côtés agréments, autorisations, etc. Comme n'importe quel opérateur alimentaire. Donc en fait, une fois que j'ai dit ça, finalement, je pourrais presque arrêter ma présentation là en disant c'est de la mise sur le marché comme n'importe quel échange et transaction qui est échange financier ou autre. C'est entre des opérateurs alimentaires qui sont soumis aux mêmes règles, donc c'est les mêmes règles. C'est exactement pareil que n'importe quel échange de denrées. Et du coup, tout peut faire l'objet d'un don. Alors, avec certaines limites évidemment, mais c'est plutôt du bon sens. On ne va pas donner de viande hachée fraîche. On ne va pas donner un certain nombre de produits qui sont considérés comme très sensibles parce que malgré tout, ce sont des associations avec des bénévoles. Donc voilà, on n'est pas non plus dans des industries complètement rodées sur certains éléments et qui n'ont pas non plus les moyens de maîtrise. Mais, euh, mais en termes de responsabilité, on a la même chose. Un restaurant collectif qui va avoir en fin de semaine un plat cuisiné qui peut se permettre de donner parce que les règles pour lesquelles je ne vais pas rentrer dans le détail sont respectées, donne ça à une association. À partir du moment où l'association ou le distributeur, la grande surface qui donne ça à l'association, à partir du moment où l'association signe le bon de réception, elle est responsable. Si la rupture de la chaîne du froid elle a lieu au sein de l'association, c'est l'association qui est responsable, c'est pas la structure qui a donné qui pourra être tenue responsable et qui pourra être poursuivie. Ça c'est important parce que du coup, maîtrise sanitaire du don et respect des règles d'étiquetage, c'est la base en fait sur le don, mais c'est un petit peu la base sur n'importe quel transfert de denrées alimentaires, y compris quand c'est commercial. Il faut savoir que quand une entreprise privée donne, elle peut bénéficier d'une réduction d'impôt. Ça, c'est une autre action de l'État pour appuyer le don, pour le promouvoir. Jusqu'à 5 pour 1000 du chiffre d'affaires annuel, c'est pas tout à fait négligeable. On peut donner des denrées, mais on peut aussi donner du matériel. Je vais citer, hein, même si c'est filmé, ça reste en interne, j'imagine. Picard, par exemple, donne très souvent ses congélateurs quand ils rénovent une aile de magasin. Ils vont donner les congélateurs à des associations qui vont les utiliser. On peut faire un don de prestation. On peut dire, bah moi, mon camion, il va du point A au point B pour transporter ses denrées. Il peut très bien aller du point A au point C avant d'aller au point B pour transporter les denrées pour telle association qui va les redistribuer ensuite. On peut faire du soutien financier, ça évidemment, du mécénat de compétences. On peut envoyer un responsable qualité dans une asso pour travailler avec elle sur la maîtrise des process, etc. L'abandon de recettes, on s'en fiche. Et les associations partenaires, là, vous avez des associations fournisseuses. C'est le cas notamment des banques alimentaires qui ne vont jamais être au contact direct des bénéficiaires de l'aide alimentaire. C'est de la logistique. Elles récupèrent, elles stockent, elles redistribuent à d'autres associations. Et puis vous avez les associations distributrices qui, elles, vont distribuer sous forme de maraude,
de paniers repas, de repas sur place, etc. Sachant que des grosses structures comme Secours Pop, Resto du Cœur font les deux activités, vont distribuer aux bénéficiaires de l'aide alimentaire et vont aussi fournir auprès d'autres associations, généralement plus petites. Voilà, l'habilitation des associations, ça vous en fichez, l'intérêt du conventionnement, on l'a dit. Et puis on a juste une carte pour trouver les associations d'aide alimentaire. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et de toute façon, je vous ai mis mes coordonnées. Si le sujet de manière générale vous intéresse, y compris sur d'autres thématiques de la politique de l'alimentation, ou si vous avez des questions particulières sur... C'est moi qui bouge en fait à chaque fois, c'est ça? D'accord. N'hésitez pas à me contacter, je suis là pour ça. Alors c'est très facile de passer avec David parce qu'il a fait le plus fastidieux. Les lois, les réglementations, le historique. Après, c'est beaucoup plus agréable de commenter ce que je vais commenter. Alors là, j'ai recyclé comme David, j'ai recyclé un diaporama. Alors déjà, je m'appelle Dominique Nicolas, je suis le président de l'association CREPAC. Et je suis accompagné de Caroline Biro, qui est la coprésidente. Et normalement, c'est un salarié qui doit être là, mais nous sommes actuellement, cette semaine, c'est la CERD, ce qu'on appelle la CERD, la Semaine européenne de réduction des déchets. Et on a eu des très nombreuses sollicitations. Les salariés, pendant toute la semaine, sont à droite, à gauche, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et donc, je les supplée parce que les pauvres, je leur ai évité de veiller un peu tard ce soir, déjà qu'ils se lèvent très tôt le matin. Et ils finissent très tard le soir aussi. Donc, qu'est-ce que c'est le CREPAC? C'est une association qui a été créée en 1996 et qui œuvre pour la transition écologique en Nouvelle-Aquitaine. Donc en fait, notre objectif, c'est de contribuer à la capacité du pouvoir d'agir des citoyens, c'est-à-dire leur donner véritablement les moyens d'agir et de contribuer à la transition écologique. On parle beaucoup de transition écologique, mais s'il n'y a pas une appropriation collective de cette transition, elle restera lettre morte. Voilà, donc en fait, à travers de l'information, de la sensibilisation, de l'accompagnement des territoires de leurs acteurs, de l'éducation environnement, des études et expertises, nous essayons donc que ce soit les citoyens ou l'ensemble des acteurs de la société civile, de les faire progresser vers la transition écologique. Alors, non, oui, là... un petit historique, d'abord, même si ce n'est pas mentionné sur la diapo, là, le CREPAC, en 2011-2012, il a commencé à travailler sur le gaspillage alimentaire avec le conseil départemental de la Gironde, dans le cadre du plan départemental des déchets, de prévention des déchets. Et il a pu acquérir une expertise pendant ces 2 ans qui lui ont servi à participer au premier pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire dont David a fait allusion tout à l'heure. Donc on a participé, on a donc présidé même un groupe de travail sur la communication et sensibilisation. Ce groupe de travail a d'ailleurs donné l'idée d'une journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire qui est le 16 octobre. Voilà, c'est le 16, c'est ça. À chaque fois, j'hésite entre le 16 et le 18. Voilà, et donc on a poursuivi. Donc après ce pacte, le pacte, en fait, il recommandait de créer des clubs d'acteurs locaux pour vraiment engager cette lutte à un niveau supérieur. Et donc nous, on a eu l'idée de transformer cette idée de club d'acteurs en réseau. On a dit, bon, club d'acteurs, ça nous paraît trop faible. Ça paraît un peu trop confidentiel, un club, et donc on va plutôt parler de réseau, essayer de raisonner en termes de réseau. Un réseau, on sait ce que c'est. Donc on a travaillé ce concept et on a été voir nos partenaires institutionnels qui nous ont fortement encouragés et nous ont épaulés pour constituer un premier réseau qu'on a appelé RÉGAL, Réseau pour éviter le gaspillage alimentaire. Qui est né donc le 1er septembre 2013, puisque le pacte c'était en janvier 2013. Donc à partir de là, nous avons progressé dans la poursuite du réseau, nous avons organisé forum, nous avons organisé des premières assises territoriales, puisqu'à la suite de la fusion des 3 régions en janvier 2016, on s'est retrouvés, on avait fait un régal à Aquitaine, il fallait faire un régal Nouvelle-Aquitaine, il fallait...
que les 3 ex-régions puissent s'approprier ce concept et on a fait des assises territoriales qui ont connu un beau succès. Et ça nous amène donc en 2018 où on a poursuivi la dynamique du réseau. Mais là, la diapo date un peu puisqu'on vient de faire la semaine dernière des assises régionales, les premières assises régionales en Nouvelle-Aquitaine de lutte contre le gaspillage alimentaire. Alors évidemment, tout ça, ça n'a pas pu se faire sans l'aide de nos partenaires institutionnels dont j'ai parlé au début. Le conseil départemental à Gironde, la DRAF, Direction régionale d'agriculture et d'alimentation, l'ADREAL, le conseil régional d'Aquitaine, l'ADEME et France Nature Environnement aussi, qui est notre partenaire associatif. Je n'en ai pas oublié, non, parce que toujours le drame, c'est toujours d'oublier un partenaire. Voilà, donc le régal, c'est quoi? C'est en fait, c'est un réseau où notre objectif a été de décloisonner tous les secteurs de la chaîne alimentaire, puisqu'on a aussi bien, vous avez vu tout à l'heure dans le film où David en a parlé, la production, la transformation, la consommation, la restauration, la distribution. Tous ces secteurs, en fait, ils travaillent en silo. Ils travaillent chacun de leur côté. Et il n'y avait pas vraiment de travail en commun. Et nous, on essaie de décloisonner. Et même à l'intérieur d'un secteur, vous avez des cloisons, même à l'intérieur d'un secteur. Je prends par exemple la restauration collective scolaire. Dans un lycée, dans un collège, on peut avoir un cloisonnement, par exemple, parce que le personnel d'un collège, il est salarié d'un conseil départemental, d'un département, et vous avez le proviseur et le gestionnaire, c'est l'éducation nationale. Vous avez dans les collèges, c'est un principal, et dans les lycées, c'est un proviseur. Et le gestionnaire, que ce soit dans un collège ou dans un lycée, c'est lui qui s'occupe des approvisionnements. Et lui, il est salarié de l'éducation nationale. Tandis que le chef cuistot, celui qui va faire la cuisine, lui, il est salarié du département ou de la région. Et on a des collèges ou des lycées où le chef cuistot et le gestionnaire ne se parlent absolument pas. On a rencontré des cas comme ça. Donc vous voyez, même dans un secteur bien défini, la restauration collective, on peut avoir des blocages parce qu'il y a absence de dialogue, absence de l'habitude du dialogue. Ce n'est pas que les gens ne veulent pas dialoguer, mais c'est que ce n'était pas la culture, ce n'était pas la culture de ces secteurs. Donc nous, on essaie de mettre en réseau tous ces gens. Et donc, par des moyens qu'on appelle des modes de coopération, c'est-à-dire que, par exemple, un certain nombre d'acteurs vont aider un autre acteur à résoudre des difficultés. C'est ce qu'on appelle le soutien personnalisé à un acteur. On peut avoir des rencontres, des échanges, des circulations d'informations. On s'aperçoit que souvent, dans les secteurs, l'information ne circule absolument pas. Des apprentissages réciproques, c'est-à-dire deux acteurs vont échanger mutuellement un certain nombre de pratiques qu'ils ont. Chacun va apprendre de l'autre des préconisations ou faire des actions. Partage, mutualisation, essaimage de bonnes pratiques, là c'est pareil. On essaie de susciter ce genre de pratiques qui vont permettre d'enrichir les pratiques du réseau. Et puis la co-construction de projets en commun. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, on essaie de décloisonner l'ensemble des secteurs de la chaîne alimentaire. Donc tous les acteurs plus ou moins liés à l'alimentation vont se retrouver dans ce réseau. Aussi bien les collectivités, les associations, les restaurateurs, les grandes surfaces, les transformateurs, etc. Donc pour bâtir ce plan, ce réseau, chaque année, on définit avec nos partenaires institutionnels, à travers un comité de suivi, le CREPAC propose 10 actions opérationnelles. Et c'est un éventail d'actions qui, en fait, regroupe l'ensemble des besoins des acteurs, quel que soit le secteur,
Les acteurs, comme on vient de le voir, ils ont besoin de mutualisation, de circulation de l'info, d'échange de bonnes pratiques. Et à travers ces 10 actions opérationnelles, nous allons pouvoir satisfaire l'ensemble des besoins des acteurs de ce réseau. Et ces 10 actions opérationnelles sont soutenues, sont adossées à 6 outils fonctionnels. Il y a un site opérationnel, un site du Régal, page Facebook, Twitter, des outils de valorisation. Voilà, et les trophées du Régal qu'on vient de décerner lors des dernières assises, la semaine dernière. Voilà, des outils d'évaluation parce qu'il est très important aussi d'évaluer. Voilà. Et donc actuellement, vous voyez, ça c'est la cartographie, mais je pense qu'il doit dater d'un peu, la cartographie des coopérateurs du Régal, qui sont à peu près une soixantaine, c'est-à-dire qu'il y a une charte du Régal qui n'est pas, qui engage moralement les acteurs. C'est une obligation de moyens et pas de résultats. Donc à travers ce réseau, on essaie vraiment que les gens coopèrent. C'est pour ça qu'on a cette charte des coopérateurs. Et le premier signataire, c'est M. Guillaume Garot, qui est à l'initiative de la loi sur le gaspillage alimentaire et du pacte, qui a signé cette charte en 2016. Voilà. En fait, vous voyez, ce réseau, c'est le premier en France qui a été créé en 2013. D'autres se sont succédés. 2014 en Normandie. 2015, il me semble que c'est en 2015, c'est Bretagne. Voilà. En 2016, 2017 et 2018, il y en a d'autres. Grand Est. PACA qui est en train d'être créé, l'île de la Réunion, Auvergne-Rhône-Alpes, vous voyez, il y a 6 ou 7 maintenant, Régal. Et donc ça veut dire que c'est vraiment le meilleur moyen de décliner les orientations, les lois, les réglementations. C'est vraiment que les acteurs de la chaîne alimentaire puissent agir efficacement et pas simplement faire des actions dans leur coin, mais démultiplier ces actions, leur donner beaucoup plus d'efficacité à travers un réseau. Voilà. Donc ça, c'était une partie, le CREPAC, c'est une partie, mais on a d'autres actions aussi. On accompagne des jeunes en service civique, on les forme dans les lycées pour lutter contre le gaspillage alimentaire, parce que la région a créé a financé un appel à projet sur la création de postes de service civique dans les lycées pour contribuer à la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les lycées. Et donc avec des services civiques d'unicité, de l'association Unicité, on les forme au premier niveau de lutte contre le gaspillage alimentaire. Et aussi on a d'autres actions, par exemple l'action Frigo Zéro Gaspille, qu'on a démarré donc il y a quelques mois, ou qui décline aussi c'est une action qui est née dans le nord de l'Europe, qui a vu aussi le jour à Paris. Il s'agit de mettre des frigos en libre service sur l'espace public. Un frigo, tout un chacun peut venir déposer ou prendre de la nourriture, évidemment encore consommable. Et on a commencé l'expérience, donc c'était au mois de juin, mais on en a installé un, c'est place Sainte-Croix, pas loin à côté d'un restaurant qui s'appelle Paul House. Et c'est une opération qui marche très bien. On est en train d'en installer 2 autres sur Bordeaux et on espère en installer 5 autres sur Bordeaux Métropole en 2019, avec l'aide toujours de nos partenaires, Bordeaux Métropole, la ville de Bordeaux et la région aussi. En fait, on a passé puisqu'on parlait de dons alimentaires tout à l'heure, donc on a passé une convention avec la mairie de Bordeaux. Il y a 2 écoles qui sont à proximité de ce frigo Zéro Gaspille. Et tous les jours, on va chercher les plats non servis de l'école, de 2 écoles primaires.
maternelle et primaire, et qui sont rapatriées dans le frigo très rapidement, en quelques minutes, hein, puisqu'elles sont à proximité. Hein. La chaîne de froid n'est pas vraiment interrompue. C'est sous barquette. C'est donc la ville de Bordeaux a pris toutes les précautions d'hygiène, et nous, idem au niveau du frigo, on contrôle la température, tous les jours on vient voir ce qui se passe, on nettoie le frigo, etc. Mais c'est quand même une action qui marche très bien, ça marche très bien, tellement bien, que ce frigo, lorsque vous passez, il est toujours vide, parce que dès qu'on met quelque chose, c'est pratiquement pris dans l'heure qui suit. Chaque fois qu'on passe aux cantines pour récupérer les plats non servis, on les met dans le frigo, 1 heure après, il n'y a plus rien. Et pourtant, le frigo est rempli à bloc, hein, je peux vous dire. Alors, on ne sait pas, on n'a pas encore fait d'études de savoir qui prenait, mais il y a des gens qui viennent aussi donner, c'est-à-dire qu'il y a des voisins, il y a comment dire, il y a des commerçants, par exemple, il y a une boulangerie qui vient parfois donner leur surplus. Et donc, nous, on pensait qu'il y aurait beaucoup plus de dons que de reprises. Or, c'est le contraire. Il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, finalement. Donc, on en arrive au fait que quand on passe devant ce frigo, il paraît toujours vide, mais c'est parce que tout ce qui est mis dedans est pratiquement, dans l'heure qui suit, est pris. Voilà. Donc, c'est une expérience qu'on va développer. Et qui peut être une réponse simple parfois dans une rue. Bon, quelqu'un part en vacances, il voit que son frigo, il y a encore quelques denrées qui sont consommables et qui, s'il les laisse, il va partir, il ne pourra pas les emmener. Ça peut être aussi, donc c'est vraiment un créateur de lien social, ce frigo. C'est aussi ça qu'on cherche, c'est à travers cette lutte contre le gaspillage alimentaire, montrer que tout un chacun peut y participer, soit en prenant, soit en donnant. Voilà, donc c'est vraiment une action qui nous a étonnés par le succès que ça a rencontré. Voilà. Oui. Oui. Alors, oui, alors j'ai oublié de dire, hein, parce que j'ai voulu être rapide, que le Crépac, il y a 7 salariés, voilà, et 6 jeunes en service civique. Et donc, c'est une équipe, soit un salarié, soit un ou deux jeunes service civique, qui viennent qui viennent nettoyer le frigo, qui vont à la cantine récupérer les plats. Et il y a des fiches de suivi, voilà. Je vais vous parler de cette partie opérationnelle puisque je suis très fortement impliquée. Donc effectivement, la ville de Bordeaux a mis en place cette procédure donc de fiches de suivi où les personnels de la cantine, donc sur une école maternelle et primaire qui sont juste l'une à côté de l'autre. Donc quand on fait un voyage, on fait le voyage pour les deux établissements. Donc la ville de Bordeaux a préparé des fiches de suivi où il y a l'identification du personnel de cuisine qui a préparé le don, de la personne du Crépac qui prélève le don. Il y a donc la nomenclature des produits donnés, leur poids et également la température. Et nous avons donc un thermomètre sonde pour vérifier cette température. Et donc nous avons l'état des lieux de ce qui est donné. Nous faisons le prélèvement des dons avec des glacières, du matériel pour maintenir la nourriture au froid, et il y a à peu près 100 mètres de distance entre l'école et le frigo zéro gaspi. Voilà, donc on installe la nourriture donnée dans ce frigo, on reporte les quantités et enfin les nomenclatures et les quantités sur des fiches de suivi. On fait l'entretien du frigo tous les jours avec nos équipes, et ensuite normalement les personnes qui prélèvent, il y a donc une affiche explicative. Les personnes qui prélèvent devraient noter ce qu'elles prélèvent. Ce n'est pas toujours le cas, ça dépend le public, s'il sait lire, s'il a compris, bien qu'il y ait un système d'infographie, mais enfin ça, ce sont les aléas du système, on peut pas, on fait avec, mais nous en tout cas, on sait ce que l'on a mis, et donc on sait ce qui a été prélevé.
Alors, Oui. on fait une étude. En fait, c'est relativement complexe parce qu'il faut étudier un quartier, il faut étudier les sources les écoles à proximité, s'il y a des commerçants à proximité. Voilà, c'est toute une étude, hein, ça dure plusieurs semaines. On fait un diagnostic en fait d'un quartier, d'une rue. Et on détermine. Alors après, il faut voir avec la mairie du quartier, parce que normalement, c'est sur la voie publique. Il faut une autorisation. Donc on a la mansuétude de la mairie de Bordeaux pour le moment, qui nous laisse, mais je pense que même dans d'autres villes, il y a eu des délibérations de la ville pour permettre l'installation sur la voie publique de ces équipements. Je pense que c'est ce que va faire Bordeaux si ça se généralise, ou Bordeaux Métropole, puisque la voirie, ça dépend de Bordeaux Métropole. Voilà, donc en fait, c'est pas juste poser un frigo comme ça, et puis laisser faire, hein, c'est toute une étude préalable. Et alors justement, on n'a pas voulu, dans d'autres villes, ça s'appelle frigo solidaire. On n'a pas voulu en fait stigmatiser une population en disant les frigos c'est pour les précaires, c'est pour les pauvres. Là, on a voulu, c'est vraiment un outil de lien social, comment dire aussi, intergénérationnel. Voilà. Oui, mais ça on voit pas beaucoup, on voit pas, on voit pas beaucoup. Intergénérationnel et de, comment dire, éviter de dire c'est le frigo pour les pauvres, puisque tout le monde peut venir prendre et donner. Voilà. Donc c'est important que la lutte contre le gaspillage alimentaire ne prenne pas l'allure de don uniquement de dire des plus riches aux plus pauvres, comme parce que souvent les précaires ont une espèce de dire oui, on nous donne tous les rebuts, quoi. C'est nous qui devons, vous voyez, il faut éviter ça. Il faut éviter, et ça pose une question aussi des banques alimentaires, hein. On n'en a pas parlé des banques alimentaires, mais c'est un travail colossal. On va peut-être en parler, hein. David, les banques alimentaires, c'est vraiment, je veux dire, s'il n'y avait pas les banques alimentaires, je pense que ce serait dramatique, quoi. Parce qu'on n'en a pas parlé peut-être, mais comment dire, la demande d'aide alimentaire qu'augmenter, que grandir. De plus en plus de personnes ont recours à l'aide alimentaire, hein. Je ne sais pas, tu veux peut-être. Rapidement Oui, voilà. En France, c'est plus de 5 millions de personnes qui sont inscrites à l'aide alimentaire chaque année. Oui. Ça ne veut pas dire 5 millions de sans-abri, ça ne veut pas dire Oui, 5 oui. millions de personnes qui sont dans le besoin au quotidien. Ça veut simplement dire que sur une année, on a besoin d'accompagner 5 millions de personnes avec un petit coup de pouce alimentaire plus ou moins important sur une durée plus ou moins longue. Donc c'est vrai que le travail des associations qui sont nombreuses et qui brassent beaucoup de nourriture est essentiel, et il est d'autant plus essentiel qu'il se limite rarement à de la fourniture de denrées. La denrée est prise comme une porte d'entrée, et derrière l'association va travailler sur l'alphabétisation, sur l'intégration sociale, sur la réinsertion au niveau du travail, la formation, etc. Des cours de cuisine, voilà. La banque alimentaire fait une cuisine mobile. C'est un travail remarquable pour que les gens se réapproprient aussi l'alimentation, quoi. Quand on parle de tout ça, sans parler de la banque alimentaire, on parle de micro-initiatives ou en Gironde, par exemple, vous êtes FEPAC, vous faites beaucoup d'actions dans toute ville. Est-ce que vous avez mesuré votre public? Alors, nous, on est à l'échelle de Nouvelle-Aquitaine, on travaille surtout sur le réseau Régal et puis des actions comme le frigo de Gaspille, mais il y a tout un tas d'initiatives actuellement qui sont prises. D'ailleurs, c'est comment dire, les trophées du Régal qui ont été décernés la semaine dernière ont pour but aussi de valoriser toutes ces actions. Il y a vraiment beaucoup d'initiatives remarquables qui sont prises actuellement dans tous les domaines, hein. Ça peut être la transformation du pain pour faire des cookies, ça peut être, je veux dire, il y a, voilà, hein, les jus de pommes, voilà, parce qu'il y a aussi tout un, c'est pas vraiment du gaspillage, mais des pertes, c'est-à-dire des particuliers qui ont des arbres fruitiers, les pommes tombent, pourrissent, il y a des assos qui récupèrent ces pommes pour en faire du cidre, voilà, qui réintroduisent quelque chose qui allait pourrir, qui allait voilà, on en fait une valeur économique. Donc il y a beaucoup d'initiatives et d'ailleurs le PNA a pour but aussi d'aider le plan national d'alimentation dont la DRAF
Je tends une perche. Je ne savais pas si vous avez fini. Oui, c'est vrai que pour rebondir aussi sur ce que tu disais, au niveau des échelles, voilà, on Voilà. brosse à la fois Voilà. la communauté de communes qui va dans le sud Gironde proposer à l'ensemble des restaurateurs de son territoire la possibilité de faire le gourmet bag, ce que je vous présentais tout à l'heure. Donc là, on est à une échelle intercommunale jusqu'au restaurateur qui, dans son restaurant à lui, va travailler sur un approvisionnement. C'est ce qu'on avait, c'était un des lauréats du Régal. Il ne cuisine que ce qu'il trouve sur le marché le matin. Donc sa carte est dictée par ce qu'il trouve sur le marché, ce qui fait qu'il achète au plus juste et il cuisine l'ensemble de ce qu'il achète. Donc l'échelle, elle est très vaste. Et puis on a des associations, voilà, la Banque alimentaire qui va avoir une envergure nationale, voire européenne, parce que c'est une fédération européenne aussi, et qui va pouvoir mettre en place des actions de beaucoup plus grande envergure et avec d'ailleurs un impact en termes de chiffres qui paraît beaucoup plus important. Mais c'est vrai qu'au final, c'est l'ensemble, c'est un peu cliché de dire ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, mais c'est l'ensemble des petites actions qui, au fil de l'eau, prennent de l'envergure. Et derrière, on a de toute façon toujours cette lame de fond de la sensibilisation, la sensibilisation, la sensibilisation. Et quand on sensibilise le consommateur que tout le monde est. On sensibilise aussi le professionnel que le consommateur peut être. Le gars qui va au resto peut très bien être responsable qualité dans une industrie agroalimentaire. Et du coup, on peut aussi le sensibiliser à cette problématique pour que derrière, il y ait de plus en plus d'actions et quelle que soit l'échelle, quoi. Et c'est vrai qu'on essaye de les accompagner parfois financièrement, parfois juste de manière institutionnelle en répondant à des questions, en faisant ce genre de présentation devant d'autres acteurs, en disant voilà ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire aussi éventuellement, et voilà quel outil il est possible d'utiliser, et on essaie d'accompagner tout ça. Du coup, dans l'opérationnel, la distinction entre le CREPAC et la DRAF, est-ce que vous avez des missions d'animation, de sensibilisation tous les deux? Ouais, alors c'est vrai on a souvent des interventions en commun, mais là où c'est pas comparable, c'est que quand on fait des interventions en commun comme ça devant le public, là on n'est pas dans l'opérationnel. Ouais. Là où le CREPAC est dans l'opérationnel, c'est qu'il va être vraiment dans l'accompagnement, alors pas forcément au quotidien, Oui. mais voilà, nous on est autorité institutionnelle, donc tout ce qui est réglementaire, etc. On va avoir un accompagnement potentiellement financier, par exemple. On va accompagner une association en lui disant voilà, on te donne de l'argent pour que tu puisses mettre en œuvre ce projet. On va participer un petit peu à la mise en œuvre du projet. Mais quand on est vraiment, on va dire, les mains dans le cambouis, et c'est positif quand je dis ça, là, on a un acteur comme le CREPAC qui arrive, qui vient faire des pesées ou expliquer comment on fait des pesées, qui vient mettre en lien les acteurs, qui vient déterminer quel type d'action peut plutôt être mis en œuvre dans cet établissement par rapport à celui-là. Enfin voilà, après vous en parlerez mieux que moi, mais c'est la différence entre vraiment l'opérationnel concret, on va dire, et puis là ce qu'on peut présenter en commun. Par exemple, l'opérationnel concret dans un établissement scolaire comme un collège ou un lycée, on a vu que dans ce qu'a présenté David, il y a un certain nombre, enfin, il y a un gaspillage quand même assez important. Alors, il ne s'agit pas d'arriver dans un établissement comme ça en disant au chef cuistot, bon, votre cuisine, les convives, puisqu'il lorsqu'on commence une méthodologie, déjà, il y a un problème de vocabulaire. Il faut faire comprendre au personnel de cuisine qu'en face d'eux, ils ont des convives et non des élèves. Donc, si ce sont des convives, il faut qu'ils, comme dans la restauration commerciale, qu'ils les considèrent comme tels, hein, et donc qu'ils prennent soin de ce que les convives vont manger. Déjà, il y a un changement peut-être parfois dans l'esprit à faire. Mais il y a beaucoup de chefs cuissots qui sont déjà sur cette philosophie. Mais après, il y a toute une méthodologie à mettre en œuvre. Par exemple, le diagnostic initial, faire des pesées, savoir d'où vient le gaspillage. Pourquoi il y a du gaspillage dans tel étabbissement. Ça peut être, il y a des tas de sources de gaspillage. Et ce sont cet ensemble de gaspillage qu'on va pouvoir détecter à travers un audit, un diagnostic, et ensuite on va faire des préconisations pour améliorer et diminuer le gaspillage à tous les stades. Ça peut être à la préparation en cuisine, hein, ça peut être au self, ça peut être dans l'assiette. Donc il y a toute une étude à faire, hein, ça demande en général quelques semaines pour faire tout ça, avec des pesées avant, des pesées après, des préconisations, parce qu'il y a des préconisations qui sont suite au résultat du diagnostic, il y a des préconisations qui sont émises
ceux qui font le diagnostic. Mais il faut que pour tout ça, il faut qu'il y ait une appropriation par l'ensemble de la communauté éducative, du personnel du lycée, du personnel de cuisine, des enseignants. Voilà, il faut que tout ce monde s'approprie cette lutte contre le gaspillage. Et ça, en général, il y a un comité de pilotage au sein de l'établissement qui permet cette appropriation. Alors, on arrive à des résultats très, très excellents hein, si on met en place ces démarches, mais il faut se dire que c'est quand même, le travail est colossal en restauration collective. Par exemple, dans les lycées, il y a 296 lycées en Nouvelle-Aquitaine. Il faut que la région a entamé une démarche sur 3 ans pour que l'ensemble des lycées soit concerné par la démarche anti-gaspi. Donc c'est quand même très lourd de mobiliser tous, c'est des milliers de personnes à mobiliser sur des lieux géographiques très épars. Donc les départements, les 12 départements, c'est pareil, hein, qui doivent gérer les collèges. Et je ne vous parle pas des communes aussi, des écoles. Donc tout ça, c'est quand même... et c'est pour ça que c'est très important, la loi, la dernière loi qui vient d'être votée, parce qu'à un moment donné, elle organise tout ça en disant qu'il va falloir des diagnostics. Donc il va y avoir un travail considérable pour faire des diagnostics partout, dans tous les établissements scolaires. Donc ça va, là en 2018-2019, ça va avoir, je pense, du pain sur la planche sans faire de jeu de mots. Hein. Donc, mais quand on fait ces diagnostics, parfois on s'aperçoit que des choses très simples peuvent avoir une influence énorme. Par exemple, dans les établissements scolaires, si vous mettez le pain au début du self, les convives vont avoir tendance à prendre beaucoup de pain parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils vont prendre comme plat. Et on s'est aperçu que si on mettait le pain après, c'est-à-dire une fois qu'ils se sont servis, qu'ils ont le plat principal, le dessert et l'hors d'œuvre, là, ils vont faire un meilleur choix en prenant la quantité de pain qui leur est nécessaire, vraiment. Et même, ça va aller au-delà, c'est-à-dire que dans certains établissements scolaires, on vous mettait carrément le pain d'office, ou on vous mettait un hors d'œuvre d'office. Il faut réagencer tout le self avec des salles, ce qu'on appelle des salades bars, c'est-à-dire des endroits où les élèves peuvent venir eux-mêmes se servir la quantité dont ils auront besoin, et non pas avoir quelqu'un qui va leur donner une quantité qui n'est peut-être pas à la mesure de qui est trop importante par rapport à leur appétit. Donc vous voyez, c'est des choses très simples parfois qui peuvent avoir une influence considérable sur la diminution du gaspillage alimentaire. Et le restaurant universitaire, nous on a fait, il y a 2 ou 3 ans, on a fait un diagnostic sur le restaurant de la Victoire. Bon, c'est pas terrible, mais je pense qu'au niveau du campus, il y aurait des choses très importantes à faire. Alors avec le Crous, je ne sais pas tellement où le Crous en est de ces histoires de diagnostic, je ne sais pas trop, je ne sais pas si tu n'as pas eu de... Je pense qu'il y aurait quelque chose à faire vraiment sur le campus, hein, parce que moi, je voudrais savoir les résultats des restaurants universitaires. À mon avis, ça ne doit pas être grandiose quand même. Hein. Ces acteurs vous sollicitent en général ou vous pouvez aller... Alors, le problème, c'est que, bon, en général, soit ils nous sollicitent, soit ça peut être carrément un marché public hein, qu'ils lancent. Par exemple, le Crous... peut-être qu'ils peuvent passer par un marché public pour solliciter un prestataire qui va lui faire le diagnostic, qui va lui faire les préconisations, etc. Et voilà. Ça peut être très différent suivant les collectivités. Oui. Moi j'ai une question plus pour David, je pense. Oui. Il faut qu'il parle un peu, hein, parce que moi, je commence à... Du coup, si on arrive à... Aujourd'hui en France, on arrive à... Enfin, on a du gaspillage et pourtant on arrive à nourrir tout le monde. C'est-à-dire que si on ne gaspille plus, on va avoir une offre qui va être supérieure à la demande. Du coup, après, qu'est-ce qu'on fait de toute cette offre en surplus? On produit moins, on l'exporte, enfin, ça fera une baisse de compétitivité au niveau européen, je pense. Alors, C'est une question, Ouais, non, c'est une
problématique de prospective qui est très intéressante. Ah oui. Ah oui, c'est vrai, on aura les réponses sans les questions sinon. Donc si on gaspille moins en France, alors qu'aujourd'hui on arrive a priori à nourrir tout le monde dans l'état actuel des choses, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on aura moins gaspillé? On aura une offre supérieure à la demande potentiellement. Bon, je ne suis pas économiste déjà, mais en termes d'évolution d'offres et de demande, a priori on se dirige quand même vers une augmentation de la population. Donc on peut imaginer que la demande continue à croître. Je le disais un petit peu dans mes idées d'évolution des choses, on est quand même sur une lame de fond, alors plus ou moins importante et plus ou moins efficace, mais de produire mieux. On vise à développer de plus en plus de bio, par exemple. Et qui dit bio dit à l'hectare produire potentiellement moins en moyenne, toute production confondue, que conventionnelle. C'est un exemple parmi d'autres. Ça veut dire qu'on pourrait, et d'ailleurs c'est souvent ce qui se fait, cet exemple il est intéressant à prendre comme ça, c'est que dans un restaurant collectif, quand on dit voilà, en gaspillant moins, vous pouvez économiser tant, généralement l'idée n'est pas de dire chouette, on a économisé tant, on va on va rénover le grand amphi. Non, c'est on économise tant par an, on va du coup investir ça dans plus d'achats bio, plus d'achats de proximité, plus d'achats de qualité. Donc ça peut être une partie de la réponse. L'autre, c'est de dire que bon, on n'arrivera jamais au gaspillage zéro de toute façon. Enfin, malgré tout ce qu'on pourra mettre en œuvre, ça n'existe pas. C'est comme le risque zéro en sécurité routière. Voilà, on va tendre vers le bas, mais on sait très bien qu'on aura toujours une problématique de gaspillage. C'est inhérent au fait qu'une denrée est consommable sur un certain délai. On importe beaucoup de choses aussi en France, donc on peut envisager un nouvel équilibre de la balance commerciale selon les produits. Et puis on voit, on nourrit tout le monde. Est-ce que c'est vraiment le cas? Enfin, on arrive à nourrir tout le monde, oui, mais avec beaucoup de problématiques liées à l'aide alimentaire. Donc, alors là encore, avec toujours cette importance de dire on ne donne pas aux pauvres ce que les riches n'ont pas voulu, mais on peut très bien imaginer un système où cette redistribution, elle est facilitée en fait par le fait qu'on gaspille moins et qu'on a... L'idée n'est pas d'avoir à profusion, mais qu'on a largement assez pour tout le monde. Mais c'est compliqué de répondre parce que la problématique, elle dépend de la démographie aussi, elle dépend des habitudes de consommation. Elle ne dépend pas que de nos habitudes de consommation, elle dépend aussi du fait que les Chinois et les Indiens mangent de plus en plus de viande, mangent de plus en plus tout court, sont de plus en plus nombreux, mais dans des proportions encore plus fortes, et eux importent beaucoup, et y compris chez nous. Donc oui, on va continuer à exporter parce qu'on exporte déjà, il va sans doute y avoir des augmentations d'exportation, puisque augmentation de population à droite à gauche, mais... je suis pas certain, et en tout cas, j'ai jamais lu d'études qui montraient ça, que lutter contre le gaspillage pourrait avoir un impact vraiment négatif sur de la déstabilisation de filières. L'ADEME a fait une étude sur l'impact économique de la lutte contre le gaspillage alimentaire en termes de création ou destruction d'emplois. On n'a pas une conclusion qui nous dit qu'on a un risque de déstabilisation des filières. Mais voilà, du coup, ça fait un peu réponse de Normand, ni oui ni non, mais je pense pas qu'il faille être trop négatif, mais effectivement il y a une vigilance à avoir l'idée n'est pas on gaspille moins, mais on fait n'importe quoi derrière, quoi. C'est quand même on parle d'alimentation durable dans son ensemble. La réponse est hyper longue, je suis désolé. Après, ce qu'il faut voir, c'est la diminution des gaz à effet de serre, quoi. Donc à un moment donné, est-ce qu'il vaut pas mieux produire moins mais mieux, voilà. Et donc avec diminution des impacts environnementaux. Nécessairement, de toute façon, la transition du système alimentaire est inéluctable, hein. Si on veut vraiment éviter le chaos climatique, c'est l'agriculture et l'alimentation, c'est des postes les plus... Parce que parfois les chiffres sont biaisés quand on vous donne la répartition des émissions de gaz à effet de serre, on vous dit le transport, on dit l'agriculture, on vous dit... mais les produits agricoles, ils sont transportés. Donc, une partie du transport, c'est aussi l'alimentation. Donc, vous voyez, à un moment donné, l'alimentation, c'est vital. Effectivement, ça a un impact considérable sur les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi l'eau, parce que l'eau, ça va être... le gros problème aussi du XXIe siècle, c'est l'eau, quoi. L'accès à l'eau, on le voit bien, même en France même,
on va avoir des difficultés énormes à continuer le système agricole tel qu'il est, hein. S'il ne change pas, il n'y aura plus d'eau, hein. J'avais un questionnement plus sur la partie donc, quand il y avait une hiérarchisation toutes les voies pour valoriser finalement de la nourriture qui n'est pas directement consommée. On commence donc par prioriser l'humain, puis l'animal, puis ensuite mettons, le compostage. Je pousse peut-être l'exemple de loin, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'à terme, il y ait une compétition entre différentes associations, certaines valorisant pour la consommation humaine, d'autres mettons comme par exemple ici à Bordeaux, j'ai vu en tête, c'est les détritivores, qui est une association qui est basée de droite, qui va chercher dans de la restauration collective, dans les restaurants, des déchets qui sont compostables. Est-ce qu'il y a déjà eu des cas, est-ce que vous avez eu vent de ça? Et finalement, c'est des associations comme ça qui devraient attendre que les associations qui sont dirigées vers la consommation humaine se soient servies pour ensuite faire leur propre action. Bah, vas-y. tu compléteras. Oui, fondamentalement, c'est possible. Au même titre qu'il existe, c'est dur à dire et à entendre, mais il existe une compétition entre associations d'aide alimentaire. Parce que on parle de structures qui sont... Coluche disait, hein, son but c'était de créer une association qui disparaisse le plus vite possible. Mais les Restos du Cœur existent encore et c'est pas les seuls. Par la force des choses, c'est des associations dont l'activité est pérenne. Des associations qui maintenant ont beaucoup de salariés, qui bénéficient d'un certain nombre de subventions pour fonctionner. Donc par la force des choses, il y a une compétition qui existe entre ces associations-là. Effectivement, on peut pousser le bouchon plus loin et parler de compète entre l'association d'aide alimentaire et l'association qui va récupérer pour faire du compost. Bon, de manière morale et éthique, on se dit que l'association qui fait du compost, si elle entre dans une démarche de compétition pour récupérer les déchets au détriment d'humains qui pourraient les consommer, c'est qu'elle n'a pas compris son truc, clairement. Après, je pense qu'on se projette vraiment loin en imaginant une compétition, en se disant qu'il n'y en aurait pas assez pour tout le monde. Que ce soit du gaspillage au sens denrées encore consommables, on évite de les gaspiller, ou du déchet qui n'est plus consommable et les détritivores interviennent. D'autant plus que même sans gaspillage du tout, les détritivores auraient toujours leur activité, puisque, enfin n'importe quelle association de ce type, puisque la peau de banane, puisque les épluchures, ce genre de déchets font qu'on aura toujours ça. Donc oui, fondamentalement c'est possible. Alors peut-être à l'échelle très locale effectivement, sur un circuit de récupération qui fait qu'on entre dans une forme de compétition. Après, la compétition peut avoir ses vertus aussi. Si in fine ça booste à lutter contre le gaspillage en valorisant mieux, ça peut être positif. Il y a 2 ou 3 ans, la Fédération des banques alimentaires avait émis une protestation assez vive contre le fait que certaines grandes surfaces en fait orientaient ces invendus vers la méthanisation. C'est pareil, hein, c'est le compostage, méthanisation. Et il y avait des propos très virulents des banques alimentaires qui disaient que les grandes surfaces préféraient la méthanisation parce qu'en fait, il y avait un prix de rachat des invendus qui était supérieur aux dons qui en fait par rapport aux associations caritatives. On a aussi des gens de bonne foi qui n'ont pas compris que le compostage ou par exemple, je prends un exemple type d'une action qui fait la une des journaux, beaucoup journaux locaux, c'est beaucoup d'écoles ont décidé de donner les restes des cantines aux poules. Et même, il y a des syndicats intercommunaux de traitement de déchets qui offrent des poules aux gens pour le résidu alimentaire. Mais là, c'est très bien, hein, c'est-à-dire là, c'est de la gestion de biodéchets, hein, c'est ne pas jeter ces déchets à la poubelle, que ça aille en décharge ou en incinérateur. Mais ce n'est pas de la lutte contre le gaspillage alimentaire, en fait. Là, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est essayer au maximum d'éviter de gaspiller. Et donc, beaucoup de maires de petites communes ont pris cette action de poules. Alors, on dit aux gens, les poules vont vous donner des œufs, mais c'est un peu aberrant de donner des aliments encore consommables à des poules. Les poules, ça devrait manger que ce qui n'est pas consommable, hein, des épluchures, etc. Et encore, les épluchures, ça peut se manger, se consommer.
Donc, vous voyez, il y a quand même ce danger parfois de hiérarchie de lutte contre le gaspillage alimentaire, du plus haut jusqu'au plus bas. Et il peut y avoir parfois comment dire, à un moment donné, des conflits entre les différents niveaux. Et donc, c'est aux acteurs à bien comprendre la hiérarchie de ces actions de lutte contre le gaspillage alimentaire de manière à ce que de la nourriture consommable encore ne se retrouve pas en compost ou en méthanisation ou aux poules. Voilà. Donc, mais ça existe, hein, ces conflits existent. Hein. Et ça peut à tout moment, suivant si à un moment donné, la méthanisation, parce que c'est là où on voit aussi la méthanisation est promue par les pouvoirs publics, ça fait partie de la transition énergétique. Alors on vous dit pourquoi ne pas faire de l'énergie avec des aliments consommables. La question se pose aussi, il y en a qui se posent la question. Voilà. Est-ce qu'on va utiliser des terres arables pour faire pousser des cultures énergétiques? C'est toute une problématique. Hein. On a jusqu'à 21h, j'ai une personne en fait, de l'administration qui vient vérifier que tout soit bien fermé. Donc il nous reste encore une petite vingtaine de minutes pour discuter, si vous voulez, pour peut-être en même temps prendre un coup. Je sais pas qui. Est-ce qu'il y a une étude chiffrée qui indique une diminution du gaspillage avec les circuits courts? Parce que du coup, il y a un maillot de la chaîne qui est. Enfin, la chaîne est. Aussi, les industries, ils sélectionnent les produits en fonction du panier pour que les produits soient beaux. Du coup, avec les circuits courts, on a beaucoup moins de sélection. Est-ce qu'il y a quelque chose qui. Alors déjà sur alors est-ce que les circuits courts favorisent la lutte contre le gaspillage alimentaire? Est-ce qu'on a des données chiffrées pour le dire? Déjà sur le fait que les circuits courts, donc sans passer par l'industriel, on n'a plus effectivement cette question de calibre. Il faut voir quand même quelque chose d'assez important, c'est que l'industriel, dans une chaîne de production intégrée, l'industriel et le producteur, hein, les deux n'ont aucun intérêt à ce que ce qui est hors calibre ne soit pas valorisé d'une façon ou d'une autre. Donc effectivement, quand on parle de production de légumes par exemple industrialisés, c'est vrai que ce qu'on a sur les étals des grandes surfaces, ça va être tout le temps un petit peu pareil. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui sort du calibre, c'est pas pour autant non valorisé, ce sera fait en jus de pomme, en compote, en potage, en soupe, en purée, etc. Ça c'est le premier point. Est-ce que le circuit court permet de diminuer le gaspillage alimentaire? Alors, les études qu'on a, c'est plutôt des temps zéro de manière générale jusqu'à présent, des photographies de où on en est du gaspillage. Notre objectif, et c'était l'objectif du pacte en 2013, c'était de réduire de moitié le gaspillage alimentaire en France à l'horizon 2025. Il fallait déjà savoir d'où on partait. Donc non, on n'a pas de données chiffrées pour dire les circuits courts permettent de. Après, ça ne veut pas dire que les circuits courts ne permettent pas de. Mais ce qu'on peut imaginer, c'est qu'effectivement, quand on parle circuit court, alors notamment type parce qu'il ne faut pas confondre circuit court et approvisionnement local. Hein. Circuit court, ça peut être le producteur, très peu d'intermédiaires, mais le producteur est très loin. Fondamentalement, on peut avoir une étape de transport de plusieurs centaines de kilomètres et être un circuit court. Un circuit court, c'est... Voilà. Donc si on parle... Enfin, je ne sais pas si c'était ça l'idée ou si c'était l'approvisionnement local. Par exemple, vente à la ferme, vente directe, ce genre de choses. Ouais, le fait d'être local. Alors là où on peut avoir un impact, c'est que quand on achète en local, on a une meilleure connaissance du produit, on a une meilleure connaissance d'où il vient et de ce qu'il a nécessité comme énergie, y compris énergie humaine, et notamment énergie humaine, pour être produit. Du coup, oui, on peut facilement imaginer qu'on a une meilleure sensibilité à ce produit et qu'on va avoir moins envie de le gaspiller. Mais j'ai pas de données chiffrées pour le prouver, effectivement. Par contre, voilà, on est toujours dans l'aspect sensibilisation et ça, on sait avec certitude que c'est positif et bénéfique. Ouais. Mais j'ai pas de données chiffrées, effectivement. On peut avoir les AMAP, vous savez ce que c'est les AMAP? Donc un agriculteur qui va livrer régulièrement à des gens qui vont le solliciter, qui vont passer une espèce de contrat moral avec lui. Alors il se peut que dans certains cas, ce soit toujours le même panier, avec les mêmes légumes, les mêmes fruits, pendant un an, même s'il y a la saisonnalité. Et parfois ça peut, ça peut entraîner une espèce de lassitude
de la personne qui va consommer parce qu'elle aura toujours les mêmes légumes. Et voilà, donc à un moment donné, peut-être que les légumes du panier ne vont pas tous être cuisinés, mangés. Donc c'est pour ça que certains agriculteurs essaient de diversifier au maximum leur panier, de ne pas toujours avoir la même chose. Parce que si vous appréciez peut-être pas trop un légume, parce qu'en général les paniers, ils sont dans ces AMAP, c'est l'agriculteur qui décide des légumes qu'il va vendre. Et si vous n'appréciez pas un légume et que vous le retrouvez à chaque semaine, bon, ça peut, voilà, mais c'est des cas rares qui peuvent arriver. Mais donc c'est un peu, donc souvent les agriculteurs, ils essaient de diversifier au maximum et de prendre en compte, comment dire, l'intérêt et les goûts des gens qu'ils servent, quoi, à qui ils vendent le panier. Mais incontestablement, se nourrir en circuit court, et je veux dire, nécessairement, les personnes vont être vraiment plus sensibilisées à ce problème de l'alimentation, vont moins avoir recours aux produits ultra transformés, parce qu'on n'a pas parlé on a parlé dans le film le diabète, etc. Il y a quand même aussi une montée de ces maladies liées à l'alimentation, au manque d'exercice qui va avec, et les aliments ultra transformés. Peut-être qu'il y en a là, je ne sais pas, je n'ai pas regardé les étiquettes. Aussi entraîne du gaspillage, hein, parce que ça peut... voilà, c'est des produits de mauvaise qualité et qui sont plus facilement gaspillés que des produits bio qui ont goût, parce que tout ce qui est bio n'est pas non plus... vous pouvez avoir des produits transformés bio, remplis de sucre, qui font plus de mal que de bien, hein. Tout dépend de ce qu'on appelle bio. Bio, ça doit être associé comment dire, à une alimentation moins salée, moins sucrée, etc., quoi.